Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov qui reçoit ce jeudi le docteur Violaine Guérin, endocrinologue, gynécologue, coprésidente du collectif Laissons les médecins prescrire. Vous êtes également membre du conseil scientifique indépendant et puis vous venez pour ce livre Déploie tes ailes, active ton potentiel aux éditions Tan Myrte. Bonjour. Bonjour. Violaine Guérin, oui, c'est le moment. Déployer les ailes, activer le potentiel, c'est pas facile en ce moment. Oui, et puis il y a même une petite phrase en dessous. Et bâti cette société saine du futur dont l'humanité a tant besoin. Mais vous êtes d'accord que c'est un parcours du combattant aujourd'hui? Oui, c'est un parcours du combattant, mais... Qu'est-ce que vous allez dire avec ce bouquin? Quel message vous avez voulu transmettre? Écoutez, j'ai surtout voulu donner des clés de réflexion et des outils pour que les gens qui sont dans une dynamique positive et justement qui réfléchissent à l'après, tous ces gens qui se sont posés beaucoup de questions pendant le confinement en se disant c'est quoi la société du futur, qu'est-ce que l'on veut, comment on veut éviter ce genre de situation, eh bien de leur donner des clés. Aussi, c'est un partage d'expérience de plus de 40 ans de médecine où... Vous exercez depuis 40 ans? Oui. Plus de 40 ans, formidable. Je fais jeune encore. Oui, très, absolument. C'est pour ça que je suis d'où mon étonnement. Mais vous êtes jeune aussi. Hein. Mais oui, la médecine nous apprend énormément de choses. Et moi, un de mes grands apprentissages en médecine, ça a été de voir à quel point la violence, quelle qu'elle soit, physique, morale, sexuelle, impacte la vie des gens, a des répercussions sur les pathologies. Et finalement a ouvert mes yeux sur comment la violence de façon générale, partout où on passe, impacte la société. Oui, d'ailleurs, vous parlez aussi bien de la grossesse, vous parlez de l'enfant, vous parlez de comment connaître son corps, ses émotions, vous parlez de petits groupes de travail, l'autonomie, c'est l'ego, l'autonomie dans tous les registres, c'est vrai, j'ai regardé tout ça. En fait, c'est un manuel de savoir-vivre. Exactement, et puis peut-être pour donner des clés à bâtir cette société que beaucoup de gens appellent de leur souhait, mais ne comprennent peut-être pas comment la mettre en œuvre. Oui. Et c'est vrai que cette crise Covid traduit aussi, met en évidence tous ces dysfonctionnements, la manipulation, plein de choses, plein de violences, parce qu'elle est très violente cette crise. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Voilà. Vous parlez de la vie amoureuse, de la vie spirituelle, vous parlez de la parentalité. Non, je cite les chapitres de la vie politique aussi. Alors, mais la politique, ça peut jouer un rôle aussi, enfin, dans cet épanouissement du potentiel. Moi, ce que je pense, c'est une personne avec qui j'ai travaillé sur les violences sexuelles qui m'avait beaucoup alerté là-dessus. C'est Chantal Joanneau, qui a beaucoup milité aussi, pour mettre de la douceur chez les enfants. Et elle m'avait dit, mais finalement, l'engagement politique, il peut avoir plein de facettes. Et j'ai créé une association qui s'appelle Stop aux violences sexuelles. Elle m'a dit, tu sais, ce que tu fais, c'est aussi un engagement politique. Et ça m'a bien fait réaliser qu'il faut que chaque citoyen ait un engagement dans cette société, parce que finalement, les gens se sont beaucoup retirés de la vie publique. Recroquevillés, regardez l'abstentionnisme. Oui, énorme. Exactement. Et en fait, je pense qu'on a tous une responsabilité de prendre nos destins en main, de s'impliquer dans la vie publique. Et si tout le monde le faisait, je pense qu'on n'en serait pas là actuellement. C'est vrai. D'où, moi, ma campagne pour le vote obligatoire, mais c'est autre chose, mais je crois que c'est important. Alors, je sais qu'on n'aime pas dans obligatoire, il y a obligation, mais quand même. Mais alors, au-delà de ça, et vous avez jusqu'à mourir de la dignité, vous avez pris parti là-dessus, ça, je sais. C'est-à-dire, ce qui est intéressant dans ce livre, que je recommande aussi aux auditeurs de Sud Radio, c'est un livre à la fois pratique et à la fois éthique. C'est-à-dire que l'un ne marche pas sans l'autre. C'est en fonction d'un certain nombre de valeurs qu'il faut que votre vie quotidienne s'articule autour de ces valeurs. Oui, c'est exactement ça. Et puis j'insiste aussi sur le fait que chaque personne doit comprendre qu'elle est peut-être sur cette terre pour déployer son potentiel, justement. On est chacun unique. Encore faut-il le connaître, ce potentiel. Voilà, faut-il le connaître. Et justement, je reprends aussi, par exemple, dans ce livre, un peu les dégâts qu'on fait dans l'éducation des enfants, y compris l'éducation scolaire, où on formate tout le monde de la même manière, au lieu de justement travailler à cette diversité et à cette richesse que l'on a chacun. Et bien entendu, pour pouvoir exprimer son potentiel aussi, il ne faut pas avoir été victime de violence.
On maltraite beaucoup l'enfance dans notre pays. Je pense que vous direz peut-être un petit mot de ce pass sanitaire obligatoire pour les mineurs. On va en parler de ça. Et voilà, il faut absolument avoir la conscience que pour avoir une société saine, il faut éradiquer la violence partout, dans toutes les strates. Un esprit sain dans un corps sain, disait déjà un de nos grands ancêtres. Exactement. Ben oui, il y a beaucoup d'adages qui ont été d'ailleurs, vous en citez un certain nombre, et que j'aime bien. Et qu'il ne faut pas oublier. Oui, et qu'il ne faut pas oublier absolument. Ça s'appelle la sagesse des anciens, vous savez. Exact. La sagesse des nations, et vous en citez beaucoup, et c'est très, très, très bien. Et vous dites, d'ailleurs, à la fin, vous dites ceci, c'est très joli. Je sais pas, c'est une chanson, Rallumeur d'étoiles. Oui. Rallumeur d'étoiles, hissez autre notre idéal, hissez haut nos idées, haut nos idées. Oui, alors ça, je précise que c'est Kadour Haddadi, le chanteur de HK et des Saltimbanques, qui a écrit ce texte. Ça, ouais. Et pour moi, ça a été une des belles rencontres, une des belles découvertes de cette crise, qui nous a aussi permis de rencontrer plein de belles personnes. Bien sûr, bien sûr. Et d'être optimiste, parce que justement, il y a des gens pour nous faire respirer un peu plus haut. Tout à fait. Il faut, je pense qu'aujourd'hui, notre devoir, c'est, moi en tant que soignante d'ailleurs, c'est de montrer les belles perspectives qu'on peut avoir. Et voilà, c'est donner des clés aux gens pour les mettre en œuvre. C'est très important. Eh bien, écoutez, on va continuer à parler de tout cela, auditeur de Sud Radio. Et évidemment, on va parler de Laissons-les prescrire, le mouvement de Violaine Guérin. Et on va parler de ce qui se passe sur le front du Covid, des vaccins et du contrôle. Absolument. Et puis, il y a un chapitre que vous avez peut-être oublié, c'est déployer vos ailes et composer le 0826 300 300 pour activer votre potentiel. Alors, vous aurez la parole à partir de 13h15 et vous pourrez poser vos questions à Violaine Guérin qui reste avec nous jusqu'à 14h. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Docteur Violaine Guérin, déploie tes ailes, active ton potentiel et bâtis cette société saine du futur dont l'humanité a tant besoin. Elle en a toujours eu besoin et c'est toujours le combat entre, effectivement, les forces du mal et les forces du bien, mais les forces du bien ne sont pas toujours où on les attend. Docteur Violaine Guérin, on va parler aussi de votre autre activité qui est importante. Vous êtes cofondatrice de Laissons-les prescrire. Je rappelle que Laissons-les prescrire, ce sont 30 000 médecins qui appartiennent au collectif et la pétition sur la 4e voie, donc liberté de traiter, liberté de choisir, etc. Vous avez 120 000 signataires, dont 30 000 appartenant à des soignants, professions de soins, etc. Et alors, aujourd'hui, ça fait 18 mois que ce virus nous poursuit, de ses assiduités, avec des bonheurs divers. Et je voudrais d'abord, on se dit où on en est, effectivement, côté vaccination, etc. 3 choses d'abord. On parle du pass sanitaire prolongé jusqu'en été 2022. On parle effectivement d'une 3e dose et 4e et plus si affinité. On parle surtout du pass sanitaire étendu aux 12-17 ans, ça y est, sans parler de la vaccination. On va parler de tout cela, Violaine Guérin, mais je voudrais d'abord vous faire entendre effectivement quelque chose qui m'a frappé. Je trouvais qu'il allait un peu loin, mais c'est le docteur Louis Fouché. Alors, le docteur Louis Fouché, il parle un peu des médecins traitants ou des médecins non traitants. Écoutez. Et cela dit, je pense que la confrontation à un médecin qui n'est pas d'accord avec ça est aussi intéressante. Que ça vaut le coup que vous alliez voir quelqu'un et que vous lui mettiez sous le nez le fait qu'en fait, regardez, il y a d'autres gens qui proposent autre chose. Et qu'à la fin, vous lui dites, j'ai pas confiance en vous et je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et lui dites, d'ailleurs, je vous paierai pas. Et point, en fait. Et vous lui avez pris un quart d'heure de son temps, vous ne l'avez pas payé, vous n'avez pas pris sa prescription de paracétamol de merde, et vous lui avez mis sous le nez que c'était une buse qui n'avait pas travaillé. Est-ce qu'il ne va pas un peu loin, là, de Louis Fouché, là-dessus ? Bon, vous savez, je pense que les médecins, depuis mars 2020... attendez, déjà, je voulais vous dire d'abord, avant de répondre, oui, allez-y. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Ah oui, c'est bien. C'est vrai que beaucoup de personnes ne le disent pas, donc voilà, c'est clair. C'est important. Ton tact.
Donc, ce que je voulais dire, oui, depuis mars 2020, nous voyons beaucoup de choses qui ne nous plaisent pas. Effectivement, atteinte à la liberté de prescription, atteinte à la liberté de choix pour le soin, etc. Donc, pour se faire entendre, je pense que certains médecins, en tout cas, haussent la voix aujourd'hui, parce que c'est quand on n'est pas entendu ou qu'on peut pas discuter. Voilà. Pour certaines personnes, ça oblige à parler de façon un petit peu plus soit agressive, soit violente, soit imagée. Comment vous voyez la situation d'aujourd'hui? Comment vous la ressentez? Oui, allez-y. Je vais quand même vous dire que, bien entendu, le lien entre un médecin et son patient est tout à fait fondamental. C'est un lien de confiance qu'il doit y avoir. Donc, quand le docteur Fouché, qui fait d'ailleurs partie de notre collectif, précise cela, c'est très important de rappeler aux gens trouvez le médecin avec qui vous êtes en confiance. Choisissez-le. Choisissez-le. Et si votre médecin ne vous écoute pas ou a des positions qui ne sont pas les vôtres, effectivement, choisissez le médecin. Heureusement, en France, on est encore dans une possibilité de choix du médecin, ce qui n'est pas le cas de tous les pays où on va vous attribuer le médecin le plus près de chez vous ou autre. Bon, je ne sais pas pour combien de temps ça va durer. Et puis, on a un vrai problème de médecins, de disponibilité de médecins, parce qu'il y a beaucoup de déserts médicaux. Mais voilà, ne restez pas avec un médecin, effectivement, qui vous convient pas. Ça me paraît indispensable. Mais là, oui, c'est-à-dire, là, ce que disait Louis Fouché, c'est que s'il ne vous donne pas un traitement, ne le payez pas, quoi. Envoyez-le paître. C'est presque ça qu'il dit, quoi. Oui, je pense que quand on est malade et qu'on cherche à être soigné, voilà, il faut être soigné et que c'est notre devoir de médecin d'être soigné. Et ce qui se passe dans cette crise, c'est que les médecins de terrain qui ont vraiment cherché à soigner leurs patients, ils sont arrivés. Donc, il y a eu des résultats. Il y a eu des résultats. Et cette crise, en fait, a été montrée que par le versant hospitalier. C'est-à-dire que quand les patients étaient déjà atteints de symptômes graves et n'avaient, soit parce qu'ils n'avaient pas été traités et autres. Donc, on est dans un autre type de pathologie. Et c'est très important de savoir qu'on peut traiter effectivement de façon précoce le Covid, comme on peut traiter une grippe en ville, et que le point tout à fait fondamental qui ne doit pas changer, c'est il faut ausculter les patients. Voilà, faire de la télémédecine ou autre sans ausculter un poumon. Vous êtes contre la téléauscultation? Mais moi, je suis contre la télémédecine parce que c'est tellement important d'avoir le patient en face de vous, de voir comment il réagit à votre question, que ce soit pour une pathologie infectieuse ou pour moi qui suis endocrinologue et gynécologue, pour d'autres sujets. Combien de fois j'ai aiguillé mes questions parce que j'ai vu un sourcil monter, vous voyez ça. Une émotion arriver, ce que vous verrez pas en téléconsultation. Mais alors, vous voyez, par exemple, alors là, écoutez, je ne sais pas si ça va vous réjouir ou pas, on s'est posé la question, le journal 20 minutes, les médecins non vaccinés ont-ils le droit de poursuivre les téléconsultations? Et là, il dit, depuis le 15 septembre, les professionnels de santé non vaccinés contre le Covid-19 ne peuvent plus exercer, ça on le sait, s'ils n'ont pas reçu au moins une dose, on en a déjà parlé, on le sait, et les médecins libéraux non vaccinés se verraient également interdire de réaliser des téléconsultations. Voilà, alors, est-ce que c'est exact? D'après, encore une fois, le journal de 20 minutes, le ministère de la Santé, en tout cas, leur a dit que les téléconsultations relèvent du même régime que les consultations en cabinet. Voilà, donc interdit de pratiquer sa profession si on n'est pas vacciné au moins d'une dose, y compris en téléconsultation. Voilà. Oui, ça montre toute l'absurdité de toute façon de tout ce qui est mis en place, puisque à distance, on ne voit pas comment quelqu'un pourrait contaminer un patient. Voilà. C'est ça. C'est qu'en dehors de tout, on se dit, on va pas, il n'y a pas de geste barrière, on est loin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un exemple de toutes les contradictions qu'il y a dans la gestion de cette crise. Et ce qui m'étonne, c'est que beaucoup de gens ne réagissent pas à ça. Ça montre vraiment l'absurdité de ce qui se passe. Et ça montre peut-être aussi la résignation. Est-ce que c'est résignation, passivité, ignorance ou peur? Peut-être les gens sont perdus. C'est un mélange. Les patients sont perdus, même les médecins sont perdus. Parce qu'il faut être extrêmement solide mentalement pour
pour garder sa propre pensée, sa propre intuition. Il faut savoir que depuis mars 2020, on reçoit en moyenne 2 à 3 mails par jour de la Direction générale de la santé avec Par jour, 2 ou 3 mails par jour. Et par pour jour. dire quoi? Pour parler de quoi? Pour dire commandez les vaccins, pour dire ne traitez pas à l'azithromycine, avec des injonctions en fait. Des injonctions permanentes, quoi. Des injonctions permanentes et les médecins. Il faut savoir que les médecins sont quand même très occupés. On est en sous-nombre et donc n'ont pas forcément le temps d'aller faire la bibliographie internationale sur tel sujet pour regarder, etc. Donc on leur sert des informations qui sont pas toujours exactes. Voilà. Ouais. Donc c'est très très compliqué et on est dans un système aussi où vous dépendez d'un ministère, vous dépendez de vos remboursements dépendent maintenant. En fait, quasiment directement de la carte vitale qui est présentée, etc. Donc c'est un moyen de pression, là aussi. Il y a plein de moyens de pression, ouais. Il y a plein de moyens de pression. Alors justement, on va en parler de cette logique, de tout ça. Il y a eu Gabriel Attal a fait une déclaration, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, sur effectivement les doses, enfin les 3e doses à venir, etc. Et sur la vaccination, et on va parler ensuite du pass sanitaire, mais voici ce qu'il a dit. Écoutez, docteur Guérin. Nous avons des exemples, des études scientifiques, nous avons des exemples à l'international qui montrent que l'immunité diminue avec le temps, qui montrent qu'il y a un risque pour des personnes qui ont été complètement vaccinées, qui ont un schéma vaccinal complet, qu'il y a un risque, encore une fois, que les défenses immunitaires diminuent. Et donc c'est très important que ce rappel vaccinal se fasse. Olivier Véran l'a dit ce matin. Alors quand même, il y a quelque chose, enfin, même dans le phrasé de cela, donc il dit effectivement, pour les gens qui ont été vaccinés, parcours vaccinaire complet, les défenses diminuent avec le temps, bon, on l'a déjà dit, etc. Donc voilà, vous voulez dire, apprêtez-vous à. Or, bon, pourquoi pas? Je n'ai pas d'avis là-dessus. Et simplement, qu'est-ce que ça traduit? Ça veut dire que demain, que les défenses immunitaires vont être renforcées comment? Comment on va retrouver cela? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça est dans un espèce de flou artistique assez étonnant, quoi. Alors, c'est plus que flou, c'est très grave, en fait, ce qui est en train de se passer par rapport à ces injonctions. Parce que, dans ma carrière, j'ai eu une carrière hospitalière, j'ai eu une carrière aussi dans l'industrie pharmaceutique en dirigeant la recherche. Et une carrière, on va dire, vous avez travaillé libérale. Hôpital, industrie pharmaceutique et libérale. Et libérale. Vous avez embrassé tous les fronts. Exactement. Et du coup, ça me permet justement d'avoir un regard quand même assez aiguisé, puisque j'ai été en charge de dépôt de dossiers d'autorisation de mise sur le marché, les fameuses AMM dont on parle. Et aujourd'hui, quand on analyse ces dossiers, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas été faits correctement. Qu'il y a eu des AMM conditionnels avec de graves manquements sur des études à la fois précliniques et cliniques. Et aujourd'hui, quand on parle de 3e dose, par exemple, eh bien, il n'y a aucune étude clinique intégrée dans un dossier d'AMM qui parle de cette 3e dose. Donc déjà, on s'étonne qu'un membre du gouvernement français puisse préconiser ce genre de... D'où même l'OMS a fait des réserves. L'OMS a fait des réserves et on est dans une phase très très curieuse parce que nous dépendons maintenant de l'Agence européenne du médicament et on s'aperçoit que quand on pose des questions à l'Agence européenne, elle ne répond pas, puisque un avocat français... Sur la 3e dose, par exemple, elle ne s'est pas prononcée. Un avocat français a même posé la question sur la prolongation des AMM conditionnels. Donc sur 1re et 2e dose. Et à l'Agence nationale de sécurité du médicament français qui n'a pas répondu et qui a demandé d'interroger l'Agence européenne qui ne répond pas non plus. Donc est-ce qu'ils ne savent pas, est-ce qu'ils ne veulent pas répondre? Est-ce qu'il n'y a pas les éléments des dossiers? Et voilà, dans cette crise, on devrait obtenir des réponses quand même. Oui, voilà. Il s'agit de la santé, il s'agit de la vie des gens, etc. Exactement. Et alors, justement, parce que la manière dont effectivement il dit ça, oui, comme vous dites, pose question. Et alors, on ne comprend pas. D'un côté, on parle beaucoup du Covid en train de baisser, enfin, des hospitalisations baissent, les réanimations baissent, etc.
etc. Les entrées à l'hôpital aussi. Et d'un autre côté, on prolonge le pass sanitaire, donc probablement jusque en l'été 2022. En tout cas, Gabriel Attal a évoqué la chose et l'a présenté comme probable. Et puis c'est désormais obligatoire pour les 12-17 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que c'est... En fait, tout ça, c'est, pourquoi pas, mais il faudrait le dire, c'est vaccination obligatoire, mais comme on ne peut pas le dire et le proclamer, on fait le pass sanitaire et on prolonge le pass sanitaire. Il y a plein de choses anormales qui se passent. On est devant une affection des voies aériennes respiratoires essentiellement, qui aujourd'hui, avec le recul que l'on a en termes de mortalité, quand les mortalités ont été bien examinées, parce qu'il y a tout ce problème dont beaucoup de gens ont discuté, mort avec Covid ou mort par Covid. Et les comorbidités, oui. Tout en gardant en tête en plus qu'on n'a pas traité les gens. Donc, même malgré tout ça, on s'aperçoit que cette pathologie ne fait pas plus de dégâts qu'un grand nombre de pathologies. Donc, on n'a pas de rationnel déjà à utiliser un pass dit sanitaire, et je pense qu'on impacte le cerveau des gens en mettant sanitaire au bout du mot pass, parce que aujourd'hui, médicalement, il faut que ce soit très clair pour tout le monde, et il n'y a aucune justification médicale à ces contraintes. On va en parler tout de suite après ceci. On se retrouve avec le docteur Violaine Guérin. Et vous lui posez vos questions au 0826 300 300. Vous avez vu, on aborde cette crise de manière globale. On parle de tous les sujets sans tabou. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors vous avez parlé, docteur Violaine Guérin, de votre livre, évidemment, Déploie tes ailes, active ton potentiel. Et puis là, depuis un quart d'heure, et on va continuer à en parler encore pendant un quart d'heure, on parle de la crise Covid, et vous êtes endocrinologue, coprésidente du collectif Laissons les médecins prescrire et membre du conseil scientifique indépendant. Alors, effectivement, on pourrait se poser la question, aujourd'hui on le voit un peu partout, il y a quand même quelque chose, et je voudrais avoir votre expérience aujourd'hui, avec 18 mois de Covid, Violaine Guérin, votre expérience et celle de vos collègues, enfin, qui sont avec vous dans l'association et autres. Le rapport avec les patients, les gens, vous les sentez comment? Inquiets, étonnés? Alors, on ne peut pas généraliser, mais enfin, quand même, l'atmosphère générale, c'est quoi? L'atmosphère générale, c'est dépression. C'est dépression, carrément. Dépression. Les gens ne vont pas bien. Ils sont là de tout ce qui se passe. L'autre mot que je pourrais dire, c'est ils sont perdus. Beaucoup sont perdus. Après, il y a des patients qui sont lucides, qui ont compris que on n'était pas que dans une problématique sanitaire. Et puis, il y a des patients qui ont ce que j'appelle un psychotraumatisme tel qu'ils ne peuvent même plus réfléchir et qui vont... C'est la peur, ça? C'est un peu la peur? C'est la peur, mais c'est le psychotraumatisme, c'est un peu, moi qui travaille beaucoup sur le sujet des violences sexuelles en particulier, c'est l'état où, tout d'un coup, vous avez un état de choc, une sidération. Et c'est le lapin pris dans les phares, vous savez, qui peut plus bouger et puis qui va finir par se faire écraser parce que il a plus d'énergie pour tenir debout, plus de réactivité, pour courir, pour détaler et se protéger. Et on le voit bien avec les témoignages des psychologues, des psychiatres. L'état de la population est très délabré, beaucoup de tentatives de suicide, beaucoup de suicides même chez les mineurs. Donc, vraiment beaucoup, parce qu'on dit vraiment ça... Beaucoup. Vraiment beaucoup. Même chez les mineurs. Même chez les mineurs. Voilà. Et moi, en consultation, personnellement, il y a beaucoup de gens qui sont dans des états dépressifs qu'il faut mettre sous antidépresseurs ou adresser au psychiatre. Oui. Et alors, en fait, c'est quoi? C'est un climat qui s'est instauré parce qu'effectivement, on continue à dire on ne sait pas, on ne voit pas le bout du tunnel, on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est qu'à un tas de pays...
enfin, il y a des pays qui ont des politiques très différentes, mais enfin, autour de nous, en Europe, il y a beaucoup de pays aujourd'hui sans passe, sans masque, ou en tout cas sans passe, c'est clair, et qui ont tout ouvert, etc. Et d'autres, comme nous, où on a ouvert en partie, mais attention, et je vois bien, c'est-à-dire qu'effectivement, vous ne pouvez aller aujourd'hui ni au restaurant, ni au spectacle, ni au cinéma, ni à quoi que ce soit, sans montrer votre passe sanitaire. Ce qui a entraîné, je ne sais pas si vous le savez, un marché noir du pass sanitaire. Bien sûr, qui marche très bien. C'est terrible. Quoi. C'est terrible. Oui. C'est Chicago prohibition, quoi. Ah oui. Et en fait, la majorité des pays n'ont pas ces contraintes. Hein. Il faut aussi se méfier de ce que transmet la presse comme information aux Français. Oh, ne me dites pas que la presse fait des fake news, quand même. Écoutez, en tout cas, moi, je parle de ce que je connais. Mais par exemple, cet été, soi-disant, on ne pouvait pas aller en Espagne ou au Portugal sans test, sans mettre les masques partout et quasiment sans passe, alors que le retour d'amis qui étaient sur place était, on vit quasiment normalement. Donc, c'est important de savoir aussi quand en Europe centrale, comme en Croatie ou autre, la vie est normale. Donc, c'est important que les Français réalisent ce qu'ils sont en train de vivre. Et comme je le disais, moi qui travaille beaucoup sur le sujet des violences sexuelles et des violences en général, on a tellement l'habitude d'être maltraités en France. On maltraite nos enfants, on est un des derniers... pas tout le monde quand même, il ne faut pas généraliser. Pas tout le monde. Ce que vous voyez. Puisque je veux dire, on est un des derniers pays à avoir condamné par exemple les châtiments corporels sur les mineurs. Ça montre à quel point on n'a pas la conscience de ce qu'est la violence. En consultation, si je demande à quelqu'un est-ce que vous avez reçu des châtiments corporels, on me dit non. Je dis mais vous êtes une des rares personnes dans ce pays à avoir jamais reçu une claque ou une fessée. Ah bah si, docteur, bien sûr que j'en ai reçu des claques et des fessées. Est-ce que claques et fessées, ce sont la même chose que des châtiments corporels? C'est de la violence. C'est de la violence. Là-dessus, on serait peut-être pas d'accord, mais c'est pas le sujet. Ben oui, on en reparlera. On en reparlera. Je vous expliquerai que c'est de la violence. Mais quelquefois le taquet n'est pas mauvais, mais ça c'est autre chose. Non, mais je voudrais revenir à l'histoire de ce qui se passe avec le Covid et autres, avec ces commissions qui sont mises en place, cette structure qui est mise en place. Et effectivement, on a eu tout et le contraire. Et d'abord, je voudrais vraiment, alors le docteur que vous êtes, le médecin traitant que vous êtes, comment il y a eu cette extraordinaire contradiction qu'on voit encore chez les médecins dits de plateau, enfin chez la parole médicale. Vous savez, on respectait encore, le politique, on savait que c'était démonétisé, le médiatique aussi, quelque part. Mais le médical et le scientifique, on disait attention, là. Et puis là, ce qu'on a entendu, tout et son contraire, a beaucoup joué dans la méfiance aussi. On a entendu tout et son contraire, mais on a oublié d'entendre les déclarations de conflit d'intérêts des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est obligatoire normalement. Et je m'étonne. C'est obligatoire. C'est obligatoire pour les médecins. C'est-à-dire qu'un médecin qui passe à la radio ou à la télévision ou qui donne une interview à la presse se doit de déclarer auparavant. Je m'étonne que le Conseil de l'ordre des médecins n'ait pas rappelé à l'ordre, ni les médias d'ailleurs, qui doivent aussi favoriser cette expression, ni surtout les médecins qui ont pris la parole. Parce que, comment pouvez-vous parler d'un produit quand vous avez touché 15 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros du laboratoire qui produit ce produit ? Oui, et je crois que c'est très très important, et vous avez raison de le rappeler, et d'ailleurs moi je le rappelle quand je suis face à un médecin à la télévision et ailleurs, et d'autres aussi, mais ça me paraît indispensable, c'est la loi. On va se retrouver juste après ceci. Vous l'avez vu, bon nombre de questions sont soulevées, conflit d'intérêts, vaccination des enfants, passe sanitaire pour les enfants, également l'état de la santé mentale de la population française. Alors vous nous appelez au 0826 300 300 pour poser vos questions à Violaine Guérin ou vous nous livrez vos témoignages. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous avons des appels au 0826 300 300 et nous commençons avec Claudine qui nous appelle de Niort. Bonjour Claudine. Oui, bonjour Claudine. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour Madame Docteur Guérin. Bonjour. J'appelle parce que il y a un sujet qui est très rarement évoqué ou balayé souvent d'un revers de main,
c'est les gens qui ont des problèmes de santé ou un risque potentiel sur des prédispositions de maladies et qui ne se font pas vacciner justement par rapport à ça. Et le médecin traitant est tout à fait d'accord avec l'avis du patient. Le problème, c'est que il est complètement coincé et il ne peut faire aucun certificat comme quoi on ne peut pas se faire vacciner. C'est exact, ça? Alors, ça c'est exact, en ce sens que si vous prenez les dossiers d'AMM, moi je repars toujours de façon très factuelle avec du concret, vous avez toute une liste de contre-indications. Et ce qui est parfaitement anormal, c'est que M. Véran a déclaré que ces contre-indications ne devaient pas exister. Voilà. Je prends l'exemple des gens qui ont des antécédents d'allergie, de choc anaphylactique, par exemple. Et j'ai été extrêmement choquée d'entendre le ministre dire qu'il considérait que ce n'était pas une contre-indication et que les gens qui avaient des antécédents allergiques n'avaient qu'à aller se faire vacciner à l'hôpital où une seringue d'adrénaline serait prête. Donc ça, pour moi, ça a été un état de choc d'entendre ce genre de choses. Ce que dit votre auditrice, Claudine, est tout à fait exact et ça laisse perplexe, bien entendu, de nombreux médecins. Et je pense qu'il faut que les médecins aussi soient informés de ces contre-indications. Parce que si on injecte un produit ou même si on prescrit un médicament, quel qu'il soit, et qu'on ne respecte pas les contre-indications, on expose les patients à des dangers. Bien sûr. Voilà. Oui, mais alors, excusez-moi. Oui, allez-y. Mais alors, le problème, c'est que, si vous voulez, comme il n'y a aucune iniquité à long terme sur ces vaccins, parce que on nous dit tout le temps, oui, mais bon, il y a plein de gens qui ont été vaccinés, tout se passe bien, c'est formidable. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens ont été vaccinés et que ça se passe, oui. Voilà. Mais le souci, c'est que au niveau de l'inocuité à long terme et moyen terme, on n'a aucune idée de ce que ça peut faire. Sachant que, si vous voulez, nous, on est prédisposés dans la famille aux scléroses en plaques et autres maladies auto-immunes. Le docteur Peramore disait dernièrement qu'on n'avait donc pas de possibilité de savoir si ça ne pouvait pas déclencher quelque chose derrière. Et moi, mon médecin traitant, qui est complètement d'accord avec ça, me dit, mais ils ont tout verrouillé. Ils ont tout verrouillé, je ne peux rien faire ni pour vous, ni pour vos enfants. Soit on est des parias et à ce moment-là, on vit en autarcie, on ne peut plus rien faire parce qu'on n'est pas vacciné, mais pas parce que quelque part on ne souhaite pas être vacciné. Non, mais on a compris, oui, bien sûr. Voilà, c'est ça le problème. Alors donc moi j'aimerais bien avoir une réponse à un moment donné, vous voyez, parce que comment on sort de là? Comment on fait? Comment mes enfants sortent de ce contexte? J'ai bien compris, Claudine, on l'a bien compris. Violaine-Guérin, effectivement, là, il y a pas un piège, mais effectivement, quand une maladie auto-immune, quand il y a une danger de sclérose en plaques ou autre, il y a un problème majeur. Et je pense qu'il faut que la justice tranche sur ce genre de problématique. Ah oui, mais parce que ce qui se passe n'est pas normal. Voilà. Merci Claudine. Merci Claudine. Merci. Bonne journée. Merci Claudine. Au revoir. On se retrouve dans un instant. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour poser vos questions à Violaine Guérin ou alors réagir au sujet que nous avons abordé avant, notamment ce conseil qui va surveiller les fake news. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et vous avez des questions à poser au docteur Violaine Guérin, je rappelle, cofondatrice du collectif Laissons les médecins prescrire, et nous en avons avec Julien qui nous appelle du Val-de-Marne au 0826 300 300. Bonjour Julien. Oui, bonjour André, bonjour Julien. Et bonjour à votre invité que je félicite pour son courage, parce que hélas les médecins courageux, il y en a de moins en moins. Enfin sur les plateaux télé en tout cas, ou radio. Voilà, ce que je voulais revenir effectivement sur ce sujet du Covid et puis faire le lien avec votre premier invité. Je viens de voir là, c'est tout récent, qu'en Allemagne il y a une conférence de presse qui a eu lieu avec 2 pathologistes de renom il y a quelques jours et qui confirme le contenu d'un rapport effectivement du professeur Schirmarché, je ne sais pas si je prononce bien son nom, sur les liens établis entre les autopsies
l'autopsie entre la vaccination anti-Covid et les décès qui sont de plus en plus nombreux pour les personnes vaccinées. Ça, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on ne veut pas le voir. Moi, j'en ai personnellement dans mon entourage. J'ai perdu des gens qui, étrangement, sont décédés quelques temps après. Alors, vous allez me dire, c'est des gens qui avaient plus de 80 ans. Oui, faut pas lier ça forcément. Non, pas forcément, mais enfin, vous avouerez que c'est quand même étrange et que même des personnes autour de moi qui ont des problèmes de règles abondantes depuis qu'elles ont été vaccinées ou qui ne les ont plus, qui ont des problèmes effectivement neurologiques à des degrés divers. Enfin, ça pose quand même de vraies questions en rappelant qu'on est quand même toujours en phase expérimentale et qu'on est toujours en AMM conditionnel. Donc ça, je suis désolé, mais rien que le fait que Monsieur Véran dise ça, que vous n'avez pas un journaliste qui le contredit sur les plateaux télé. Vous vous souvenez quand Monsieur Véran a déclaré et a dit non, mais on va pas revenir là-dessus. Enfin, attendez, il s'est limité, agacé parce qu'on lui posait la question. Un député ou un sénateur, je ne sais plus, en commission d'enquête, lui disait mais comment on est toujours en AMM conditionnel, et il a soupiré comme si balayé d'un revers de main en lui disant ça, c'est quand même pas normal. Vous voyez bien qu'il y a quand même un vrai problème. Et d'ailleurs, je voulais faire le lien avec ça parce que vous avez parlé avec Madame Chazot tout à l'heure de la censure des réseaux sociaux, mais c'est aujourd'hui, ça s'est accéléré. Moi, je l'ai vécu personnellement. Aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de petites mains, comme on le dit, qui s'appellent des fact-checkers. Vous avez des milliers de comptes qui s'appellent fact-check quelque chose. Et ça, vous le savez pas sur votre compte Facebook, notamment, vous avez ça. Dès que vous dites quelque chose qui ne va pas dans le sens des vaccins, de la vaccination, du pass sanitaire, ou je vais même plus loin, dans le sens du vent politique actuel, vous êtes rappelé à l'ordre, censuré, vous avez même un avertissement sur votre compte. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Autre exemple qui va dans ce sens-là, vous êtes aujourd'hui, enfin pas que Sud Radio, toutes les radios et les médias, on est, excusez-moi, tenus par les couilles, il faut le dire, parce que si vous dites aujourd'hui, vous le savez André, que les vaccins, enfin au moins vous émettez des critiques et des doutes sur ça ou sur les traitements, vous allez être censuré par YouTube. J'en veux pour preuve le mail que Patrick Roget avait reçu il y a 1 an en disant attention Sud Radio, si vous avez le malheur de dire du mal des traitements et des vaccins, votre chaîne YouTube, vous savez, vous pouvez vous la mettre. Non mais c'était un peu, vous le savez. Et donc ça c'est quand même un déni de démocratie. Ça veut dire que notre démocratie est malade et est tenue par les GAFAM. Et qu'aujourd'hui, ça c'est pas nouveau. Hélas, c'est pas nouveau, mais vous avez, mais André, pour en finir, vous avez des GAFAM qui nous tiennent par où vous voulez, donc vous ne pouvez plus dire ce que vous voulez, et ça veut dire que vous-même, journaliste, vous vous auto-censurez de peur qu'on vous censure, puisque derrière il y a quand même des emplois, il y a un média à faire fonctionner. Non mais Julien, je vais vous dire, en tout cas, je ne parle que pour moi et pour Sud Radio. En tout cas, en ce qui nous concerne à Berkoff, dans tous ces états, on parle de tout, et si YouTube censure, il censure. Je veux dire que il y a aussi d'autres manières, et c'est ça qu'il faut se dire. Alors c'est vrai que YouTube est très important. Qu'est-ce qui se passe avec les GAFAM? Les GAFAM vous disent oui, mais nous on est privés, nous on n'est pas un service public, donc on peut vous censurer, c'est notre problème. On sait très bien pourquoi ils censurent. Sur le fond, je suis d'accord avec votre analyse. Le problème, c'est que vous savez, c'est comme toujours, il faut se battre. Il faut se battre sur d'autres plateformes, il faut se battre sur d'autres moyens de communication, il faut se battre sur les podcasts, il faut se battre sur tout. Vous. Voilà. Je suis d'accord, mais on est soumis. Le problème, vous savez très bien que politiquement, on est complètement soumis à l'Amérique. En termes géopolitiques et avec les GAFAM. On a un président de la République qui nous soumet, on a une Union européenne qui est complètement soumise au lobby, effectivement à la finance internationale. Monsieur Macron étant le produit de tout ça. Et d'ailleurs, voilà, donc je pense que, et d'ailleurs j'en finirai par là, si demain vous disiez, ça j'aime beaucoup votre phrase, vous disiez, les Français doivent aller voter, même pour le moins pire, qui se déplace. Ben oui, mais si on n'organise pas de débat, qu'il y a des candidats, vous ne les voyez jamais avant l'élection, vous les voyez seulement 1 mois avant l'élection, vous voyez bien que la démocratie ne peut pas respirer. Un candidat, il peut pas être connu 1 mois avant l'élection. Il faut toute l'année. Bien sûr. Oui. Mais ça va pas se passer comme ça. En tout cas, je vous rassure là-dessus, au moins sur ce point. Maintenant, ce qu'on va savoir, est-ce qu'on aura besoin du pass sanitaire pour aller voter? Bien sûr, ça, c'est un problème. Mais c'est sûr. Violaine Guérin, comment vous réagissez à l'intervention de Julien? Écoutez, je vais réagir sur l'information que Julien a donnée, qui concerne les examens anatomopathologiques que les Allemands ont réalisés chez des personnes décédées. Oui. Effectivement, il y a 2 séries allemandes. Aujourd'hui, c'est des autopsies qui ont été réalisées chez des gens qui sont décédés
peu de jours après avoir été vacciné. Et effectivement, il y a une étude d'Heidelberg et une étude de Reutlingen qui sont concordantes et qui montrent des choses qu'on ne voit pas d'habitude sur des autopsies, avec des infiltrats de lymphocytes partout dans le corps, avec des corps étrangers, avec des anomalies de type pseudo-lymphome. Est-ce que c'est vraiment, parce que c'est important, est-ce que c'est vraiment lié au vaccin ou ça peut être lié à autre chose, à d'autres pathologies? Il y a des aspects qui sont atypiques. Et les conclusions des médecins légistes sont que la probabilité de lien au vaccin est très élevée. Après, il faut continuer finalement ce type d'études. Il faut être sûr de cela. Bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas que des... Vous savez qu'en France, là, on a appris le décès de plusieurs jeunes ces derniers jours, des mineurs. Et bon, c'est quand même assez rare, par exemple, qu'une jeune fille fasse un infarctus, un choc cardiogénique et décède. Donc, oui, mais il faut pas tirer des conclusions. Il faut analyser. Non, il faut analyser. C'est-à-dire qu'on est en phase d'AMM conditionnel. Les études ne sont pas terminées. Ma bonne connaissance justement du développement du médicament me fait dire que avant 10 ans de recul, on ne sait pas tout ce qui peut se passer sur un médicament. Vous dites qu'il faut 10 ans de recul. Il faut 10 ans de recul. Par exemple, on a l'exemple de la thalidomide, qui a été un médicament où il a fallu attendre beaucoup d'années pour se rendre compte que les bébés qui n'avaient pas de bras, effectivement, que c'était des complications de cette molécule. Donc, il faut 10 ans de recul. Il y a les effets immédiats, il y a les effets à moyen terme et les effets à long terme. Et aujourd'hui, ce qui est interpellant pour le médecin que je suis, en fait, c'est qu'on oublie cette notion de bénéfice-risque. On en a tout le temps parlé, mais sauf pour dire, pour le moment, le bénéfice l'emporte sur le risque. C'est ce qu'on nous a dit. Oui, et on oublie que le bénéfice en matière de Covid, de vaccin Covid, il doit être très élevé. Parce que aujourd'hui, on a le recul sur les données de mortalité. Au mois de mars 2020, on vous aurait peut-être pas dit la même chose, puisqu'on nous annonçait Ebola et pire qu'Ebola. Mais aujourd'hui, quand on regarde les taux de mortalité et qu'on regarde, par exemple, chez les jeunes, les taux de mortalité qui sont quasiment râlés pâquerettes, nul, on a un devoir, et ça en vient sur ce sujet d'aujourd'hui, du 30 septembre, où on met de façon indirecte une quasi-obligation vaccinale aux jeunes de 12 à 17 ans. Eh bien, aujourd'hui, le bénéfice-risque, on commence à être très inquiet puisqu'il y a des publications américaines qui montrent qu'il y a plus de risques pour les mineurs à être vaccinés que les complications de la maladie elle-même. D'où effectivement on peut se poser des questions sur les jeunes. Donc il faut être extrêmement prudent. Et il y a énormément de médecins sur la planète aujourd'hui, parce que l'intérêt de cette crise aussi a été de nous faire tous communiquer ensemble. Et les médecins américains, les médecins italiens, belges, suisses, tout ça, on est en contact avec tous les collectifs médicaux et nous sommes très inquiets de ces préconisations chez les mineurs. Vous voyez, vous avez bien fait de nous appeler, Julien. C'est une réponse plus que détaillée. Et nous sommes avec Marianne qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Marianne. Oui, bonjour Marianne. Bonjour Sud Radio, bonjour André Berkoff. Donc, je viens d'écouter avec attention ce qu'a dit le médecin, Madame Guérin. Là, je me demande par contre pourquoi ceux qui pensent comme elle ne vont pas derrière les portes du ministère de la Santé pour dire non, ça suffit de forcer les gens à se vacciner et maintenant les jeunes par l'intermédiaire du pass sanitaire, alors qu'il y a de fortes probabilités qu'il y ait un lien entre les effets secondaires, voire les décès, et ce vaccin. Oui, vous voulez dire pourquoi les médecins ne manifestent pas en masse? Il faudrait manifester, il faudrait que tous ceux qui ne sont pas emballés, pour cette vaccination, manifestent pour que ça s'arrête, parce que là, ça va à la vitesse grand V. Maintenant, on envisage une 3e dose. On joue avec la santé
avec la santé des Français. Guérin va vous répondre. Moi, je veux commenter deux choses. C'est que, premièrement, notre travail de médecin n'est pas forcément de manifester, mais surtout de faire du travail bibliographique, de vous donner des informations sur lesquelles on peut s'appuyer et avoir de l'objectif, justement. Et donc, nous donnons aussi l'information à tous les citoyens européens et français qu'ils peuvent consulter les bases de données européennes et les bases de données françaises de pharmacovigilance et avoir une information justement documentée. Ou regarder aussi la base américaine VAERS ou la base anglaise MHRA. Et ce que vous me dites en me haranguant un petit peu laissez-moi finir, madame. Laissez-moi finir. Beaucoup de gens le font. Or, depuis mars 2020, nous demandons à ce que la population française bouge. Et moi, ça fait depuis des dizaines d'années que j'alerte mes patients sur la destruction du système de santé français, qui était magnifique. Et je pense que si vous, les citoyens, vous ne comprenez pas qu'il faut monter, vous, au créneau pour défendre la médecine en France, eh bien, nous n'arriverons à rien tout seuls. Voilà ce que je veux dire. Et puis, les nombres d'hôpitaux, la suppression des lits d'hôpitaux, même pendant le Covid, mais etc., bien sûr, etc. On a supprimé encore plus de 5000 lits dans l'année. Bon, si les Français ne comprennent pas qu'il faut bouger, on ne peut rien faire. Et vous avez compris aussi que beaucoup de médecins qui sont fonctionnaires de l'État ne peuvent pas, sous peine de perdre leur travail, manifester. Et j'en profite pour redire aussi qu'on est beaucoup convoqués par les conseils de l'ordre. J'en doute pas. Oui, voilà, donc le conseil de l'ordre, vous savez, plus politique que médical, il faut un certain courage. Et je remercie André Berkoff de m'inviter parce que lui aussi a du courage, mais il faut un certain courage pour aborder les sujets en ce moment. On a des médecins qui sont mis en garde à vue, on a des médecins menacés d'emprisonnement, et je pense que là, il faut que vous mesuriez ce que nous vivons. C'est-à-dire que Marianne... Je mesure, mais bon, je vous jette pas la pierre, mais l'union fait la force, parce que nous, on n'a aucun pouvoir. Moi-même, j'ai écrit au président de la République plusieurs fois. Non, mais attendez, Marianne, vous dites ça, alors j'ai beaucoup entendu. Vous dites, on n'a aucun pouvoir, c'est faux. C'est faux. Évidemment, toute seule, vous n'avez aucun pouvoir. Mais c'est toujours pareil. Et je crois que Violaine Guérin a posé la bonne question, et ce n'est pas seulement valable pour le Covid. Si les gens, vous, moi et autres, ne manifestent pas d'une manière ou d'une autre, comment voulez-vous que les gens, que ça intéresse? Et quelques médecins vont parler à la radio, nous parlerons, etc. Et puis allez, la caravane passe. Simplement, vous avez vu, alors vous allez me dire l'exemple des gilets jaunes, mais on a montré que ça pouvait pas aller très loin. Oui, sauf que les gens ont eu très 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 peur à un moment donné. Je parle des vrais gilets jaunes, je parle pas des perturbateurs. Je pense quand même qu'à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, le citoyen, qui après tout, c'est le copropriétaire de la Maison France, c'est lui le copropriétaire, c'est lui qui paye ses syndics, qu'ils soient médicaux ou politiques ou ailleurs. Et à un moment donné, il faut réagir et il faut manifester d'une manière ou d'une autre, mais il faut manifester. C'est pas un appel à la violence, c'est un appel à la conscience que si les gens disent oui, voilà, ça se passe comme ça, effectivement, on ne peut rien faire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Chacun va vaquer à ses occupations et ça va continuer, Marianne. Et vous le savez. C'est ce que j'ai fait, M. Berkoff. J'ai écrit même à la présidence de la République. On n'en a tenu aucun compte. Et il y a des gens qui manifestent dans les rues tous les samedis contre le pass sanitaire. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, on vous écoute. Mais la gouvernance n'en a strictement rien à faire. C'est vrai. Ça fait des semaines que ça se passe. C'est vrai que les manifestations du samedi n'ont pas changé grand-chose. Ça sert à rien. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que justement. Si, regardez, c'est très bien des centaines de milliers de gens, mais qu'est-ce que ça a changé à l'ordre politique? En fait, à l'ordre politique, pour le moment, peut-être pas autant ce que les gens espéreraient. Oui. En revanche, pendant les manifestations, c'est très important que les gens se rencontrent. Tissent des liens, parce que merci Marianne d'avoir écrit, tout ça c'est important, ce sont des actions importantes, mais ce qui va être important, c'est des actions collectives. Et là, par exemple, le 15 octobre, il y a une proposition de loi présentée par le Parti socialiste au Sénat
qui demande la vaccination obligatoire pour tout le monde. Donc, abolition totale de la liberté de choix, à la fois de prescription et de soins, eh bien, je pense que si tous les auditeurs, peut-être d'André Berkoff, écrivaient en recommandé avec accusé de réception à tous les sénateurs et députés. Et députés, bien sûr, puisque c'est eux qui vont avoir la décision finale, vu la majorité, en éditant, par exemple, les tableaux de pharmacovigilance qu'ils peuvent trouver sur les autorités de tutelle, en écrivant en RR pour que les oui, recommandé avec accusé de réception. Voilà, pour qu'il y ait une trace déjà et que le niveau de conscience des sénateurs et des députés s'élève et qu'ils comprennent que le recommandé avec accusé de réception peut être un jour leur être opposable. Voilà, qu'ils votent des propositions de loi en connaissance de cause aussi et en conscience de ce qui se passe. Parce que le problème, c'est que on a une telle omerta médiatique sur beaucoup de plans que tout le monde n'a pas non plus la bonne conscience de ce qui se passe. Et puis tout le monde n'a pas les connaissances qu'il faut, parce qu'il faut des connaissances. Exactement. Pas évident. Hein, et je vous entendais tout à l'heure dire que n'importe qui pouvait prendre la parole sur le sujet du Covid. Moi, je me rappelle avoir été invitée, avant que d'être censurée maintenant sur les grands médias, entre guillemets. J'ai demandé, il y avait une personne, un pharmacien du conseil, c'est pas du conseil de l'ordre, mais de l'académie de pharmacie, qui parlait du Covid. Et je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, monsieur, vous avez traité combien de patients? 0. Donc il faut parler de ce que l'on connaît. Et toujours parler de ce qu'on connaît, toujours. Et interroger en tout cas bien ceux qui connaissent aussi. Et toujours poser des questions à nos invités, puisque vous le voyez, les réponses sont prolixes et on répond très très souvent de manière très précise dans l'émission d'André Berkoff. Alors je vous rappelle le livre du docteur Violaine Guérin, Déployez vos ailes, activez votre potentiel, aux éditions Tan Myrte. Et puis nous avons reçu également Anne-Sophie Chazot pour parler de ce nouveau comité qui va surveiller les fake news. À demain.